Alors, Bérénice va me rejoindre et nous allons maintenant, et je vais appeler, j'oublie personne, hein, les intervenants de notre table ronde. Alors du coup, je vais revenir, voilà, parce que nous avons souhaité rassembler l'ensemble des acteurs, publics et privés, qui jouent un rôle évidemment essentiel dans la chaîne de valeur de cette rénovation, voilà, j'y arrive, énergétique. Donc, je vais donc appeler à venir nous rejoindre sur scène, si je puis dire, José Kerr, donc ici présent, donc, qui est responsable, qui est directeur Villes et Territoires Durables à l'ADEME. Je vais appeler Damien Berthelot, qui est directeur marketing et digital Saint-Gobain Distribution Bâtiment France. Je vais appeler Pascal Housset, qui est président de UMGCCP, il nous dira ce que cela veut dire. David Morales, qui est vice-président de la CAPEB, également à nous rejoindre. Jean-Marc Boulico, ici, donc, qui est responsable relations partenaires institutionnelles et filières bâtiments chez EDF. Je vais appeler Jean-Baptiste Deballan, directeur général de Texial. François Yos, de chez Total Énergie, responsable marketing France. Voilà, il nous précisera également ses fonctions. Et puis les deux responsables des structures territoriales. Alors je vais nommer Antoine Mellul, et où, voilà, présent, donc de la partie AGDEN Isère, et Frédéric Delobo, directeur général adjoint de l'Agence parisienne du climat. Voilà. Installez-vous, je crois qu'il y a de la place pour tout le monde, il y a de l'eau pour tout le monde, vous êtes un peu serré, mais hein, si vous voulez prendre un peu plus d'aise. Alors, le but de cet échange, et je vais passer tout de suite la parole à Bérénice, est d'avoir aujourd'hui votre vision, votre avis sur finalement qu'est-ce que vous faites les uns et les autres dans le sens de l'action pour la rénovation énergétique dans le résidentiel sur les territoires, et quelles seraient vos attentes ou vos souhaits, peut-être vos critiques vis-à-vis des autres acteurs, et comment est-ce que vous verriez les choses pour que les choses aillent mieux ensemble. Voilà. Bérénice, je te passe la parole, à toi de jouer. Merci Jean-Pascal. Donc là, on a un petit échantillon, on va dire, des acteurs qu'on fédère et qu'on rassemble en général autour de nos groupes de travail. On n'a malheureusement pas pu donner la parole à tout le monde, donc on s'excuse auprès des autres acteurs. Dans un premier temps, j'ai envie de me tourner vers vous, José Kerr, pour savoir quelle est la vision de l'ADEME, hein, qui historiquement est l'animateur des espaces conseils FAIR, puis France Rénov', etc. Votre vision des enjeux sur le sujet de la mobilisation des professionnels du bâtiment et de l'écosystème qui va autour, et puis aussi de voir, parce que ce n'est pas tout neuf l'action de l'ADEME en la matière, les enseignements qu'on peut tirer des initiatives qui ont eu lieu auparavant. Je pense notamment à Engager pour faire, mais aussi des actions un peu novatrices dans le cadre des plateformes. Bonjour à tous. Alors je vais faire comme les deux Simon tout à l'heure avant de répondre à cette question-là. Je vais commencer par une petite routine matinale. Alors en l'occurrence, la routine que je vais évoquer, c'est mon trajet à pied pour aller au bureau de l'ADEME tous les matins, à peu près 20 minutes dans les rues de Vanves, Malakoff et Montrouge. Et sur le trajet, il y a beaucoup de chantiers de bâtiments, alors que ce soit du neuf, de la réno, de la surélévation. Donc il y a une belle dynamique en matière de chantier du bâtiment dans ce secteur-là. Et quasiment tous les matins, devant ces chantiers-là, il y a des camionnettes, fourgonnettes, fourgons avec le moteur qui tourne, avec des gens qui attendent, les collègues, qui attendent que les portes du chantier s'ouvrent, etc. Donc l'été, soit il fait trop chaud et donc on fait tourner pour la clim, soit l'hiver il fait trop froid, on fait tourner pour le chauffage. Donc si vous avez les uns et les autres un petit pouvoir pour passer des consignes, de dire qu'en ville on arrête le moteur, ce serait sympa. Donc voilà, ça c'est ma petite routine matinale, merci. Bon, donc sur les enjeux, moi je vais rappeler d'abord sur le premier point des choses très très banales hein, sur les enjeux vus de l'ADEME. Notre sujet à tous, c'est de massifier la réno globale et performante. Donc si on regarde la réno globale et performante, qu'est-ce que ça veut dire mobiliser les professionnels là-dessus? Donc une réno globale et performante, d'abord il faut se le rappeler, ça n'est pas facile, ça n'est pas évident. Je pense que parmi nos concitoyens, beaucoup ont l'idée que la rénovation, c'est simple finalement, c'est des gestes banals, tout le monde en fait, etc. Donc en réalité, ce n'est pas du tout le cas, c'est très technique, ça demande
un professionnalisme important. Il y a même des connaissances assez récentes. Donc l'ADEME y a contribué sur le fait que si on veut être performant, donc avec cet objectif d'un BBC à terme, c'est compliqué. Sur l'enchaînement des gestes, sur l'enchaînement des étapes. Alors, on a fait des études pour montrer plus il y a d'étapes, moins on a de chances d'atteindre le résultat final. L'enchaînement des étapes est très important, l'ordre des étapes, les interfaces entre les étapes. Donc tout ça, il y a beaucoup de maîtrise technique là-dedans. Et donc ça veut dire qu'en termes de mobilisation des professionnels, ça concerne les professionnels de la conception, les professionnels de la réalisation, bien entendu, les fournisseurs de solutions, les professionnels de l'accompagnement, avec des enjeux de qualité, de formation, de compétences, d'articulation des corps de métier entre eux. On a parlé des groupements, donc avec les actions importantes qui sont faites sur les groupements d'entreprises pour y arriver. Bon, donc tout ça, c'est pas nouveau, mais évidemment, c'est au centre du sujet. Et puis, il y a le sujet de la massification de cette réno globale et performante. Donc, ça veut dire que cette réno globale et performante, il faut la promouvoir, la décider, la concevoir, la financer et la réaliser. Bon, sur la promouvoir, donc ça veut dire il y a toute la question de la connaissance. Donc, ça a été évoqué tout à l'heure. Donc, la connaissance du jeu des acteurs, il faut en parler. Je crois que petit à petit, cette notion de rénovation performante, elle fait son chemin. Il faut la décider. Alors là, il y a beaucoup de choses à dire là-dessus, mais peut-être mettre l'accent sur, ça a été dit également tout à l'heure, sur le moment de la transaction, peut-être faire de la transaction le moment clé de la décision d'une rénovation performante, que ce soit dans le logement individuel ou dans le collectif. Ce qui veut dire qu'en termes de professionnels concernés, ça renvoie vers les professionnels qui agissent au moment de la transaction, donc les notaires, les agents immobiliers, etc. Donc évidemment, ne pas les oublier. La concevoir, cette rénovation performante, j'en ai parlé. Dans cet enjeu de la conception, il y a aussi donc tout le sujet des audits, tout le sujet des diagnostics, donc au-delà des bureaux d'études, des architectes, donc tous ces professionnels-là, évidemment, qui sont extrêmement concernés. Et donc, il y a des enjeux sur leur nombre. Et donc, en particulier sur les audits, il va y avoir une très forte augmentation des audits à venir à court terme. Ensuite, il faut la financer. C'est-à-dire, une fois qu'on a dit que c'était bien de faire une réno performante et qu'on était convaincu, il faut la financer. Donc, dans la mobilisation, il y a la mobilisation des banques, la mobilisation des acteurs financiers. Et puis, évidemment, après, donc, la réalisation. On a parlé tout à l'heure de la question de la quantité. Donc Marjolaine a appuyé sur cette question-là. Est-ce qu'on est prêt dans la filière à réaliser tous ces travaux-là? Et donc, le nombre d'entreprises, les recrutements au sein de ces entreprises, l'attractivité des métiers. Donc l'ADEME est engagée dans un projet Build Up Skills pour travailler sur ces questions-là. Il y a la question du RGE, il y a sur la question des recrutements, donc l'attractivité des métiers, l'ADEME a lancé depuis le Mondial du bâtiment donc une campagne de communication sur les réseaux sociaux pour à l'attention des jeunes sur l'attractivité des métiers. Il y a tous ces sujets-là. Il y a aussi un sujet sur le tertiaire, c'est-à-dire que le tertiaire lui aussi fait son chemin avec la mise en œuvre du dispositif éco-énergie tertiaire, donc suite au décret tertiaire, donc qui lui aussi va mobiliser des moyens de conception, de travaux, et donc peut-être qu'à un moment il y aura une sorte de concurrence entre le résidentiel et le tertiaire. Donc tout ça, ça fait pas mal de préoccupations justement pour pouvoir massifier la réalisation de la rénovation performante. Voilà. Et donc à votre question, lesquels en priorité? Je ne sais pas vraiment dire, enfin tous, quoi. À partir du moment où tous les étages sont à activer, je pense que tous ont besoin d'être mobilisés. Ça fait beaucoup. Merci beaucoup. Peut-être sur la deuxième question, dans la foulée, alors on a évoqué, donc, ça a été rappelé tout à l'heure en quelques dates, Jean-Pascal, là, sur les énergies cimes, la loi de transition et puis le SAR. Donc, sur cette question de la mobilisation des professionnels, je voudrais juste rappeler rapidement l'historique côté vue de l'ADEME. Donc l'ADEME avait soutenu avec les collectivités, donc les espaces info-énergie, ça datait d'à peu près du début des années 2000. Donc les espaces info-énergie, c'était accueil, information, conseil. Bon.
Ça s'adresse aux ménages. Et au bout d'un certain nombre d'années, donc, il est apparu la nécessité d'aller plus loin. Et donc, on a vu apparaître en 2012-13 la notion d'accompagnement pour aller plus loin que l'accueil info-conseil. Et effectivement, l'ADEME a lancé un appel à manifestation d'intérêt pour introduire cet accompagnement dans les espaces info-énergie. Et donc là, c'était ce qu'on a appelé les plateformes territoriale de la rénovation énergétique. Donc plateforme, c'est un mot un peu valise, on n'avait pas trouvé beaucoup mieux à l'époque, mais voilà, c'est parti là-dessus. Donc cette notion d'accompagnement. Et donc là, on a eu de l'accompagnement et donc cette question de la mobilisation des professionnels de la part des plateformes donc apparaître. Alors c'était ponctuel, hein, c'était pas généralisé, à la différence de la situation actuelle où maintenant c'est une politique générale. Ensuite, il y a eu une étape importante avec l'émergence de la marque Faire. Donc, il faut rappeler l'origine, c'était la volonté, c'était d'avoir une marque partagée entre le public et le privé, puisque là, on est sur la question de la synergie public-privé. Une marque partagée par l'ensemble des acteurs de la rénovation énergétique, public et privé. Donc, le choix, après un travail collectif, a retenu la marque Faire pour faciliter, accompagner, informer pour la rénovation énergétique, hein, je le rappelle. Et donc, il y avait ces deux déclinaisons. Il y avait faire avec pour les acteurs publics, par exemple, faire avec l'Agence parisienne du climat. Et puis, il y a les engagés pour faire, donc du côté des acteurs privés, donc engagés pour participer à ce travail-là. Donc, avec un certain nombre d'actions, donc au niveau national, avec des chartes d'engagement signées à ce moment-là. Donc là, on était bien complètement au cœur de cette logique de synergie public-privé. Ensuite, il y a une étape évidemment fondatrice qui a été pilotée donc par Emmanuel Vargon de rapprocher finalement les deux axes de politique publique, l'axe énergie animé par l'ADEME, l'axe habitat animé par l'ANA, de manière à ce que on simplifie, on donne plus de visibilité, on simplifie, donc tout le monde reconnaissait la complexité du système. Et donc, sur la base de ce qu'on pouvait déjà constater dans les territoires, au travers, par exemple, de la notion de maison de l'habitat, regroupant à la fois les politiques de l'habitat et puis les politiques énergétiques, de dire, finalement, on va passer à d'un service public de la performance énergétique de l'habitat vers un service public de la rénovation de l'habitat, donc globalement, qui rassemblait toutes ces politiques. Et c'est dans ce chantier-là qu'on est engagé et que donc l'ANA a récupéré la lourde tâche d'être l'animateur et la responsable de ce service public de la rénovation de l'habitat. Sur l'entrefaite, donc il y a eu le programme SAR. Donc je rappelle que le programme SAR, ce n'est pas une politique publique en soi, c'est un outil de financement de la politique publique. Hein, donc c'est un programme C2E. Mais sur cette question de la mobilisation des professionnels, à partir du moment où on rentrait dans un système de financement avec une définition précise des actes, donc ça a fait un petit peu débat d'ailleurs, le paiement à l'acte. Parmi ces actes, très naturellement, a été identifié des axes sur la mobilisation des professionnels, c'est-à-dire dans chaque convention SAR avec les collectivités, qui, je rappelle, paye au moins la moitié du dispositif, il y a un axe mobilisation des professionnels. Et si on ajoute l'ensemble des sommes consacrées dans ces conventions aux actes mobilisation des professionnels, ça représente plus de 25 millions sur les 3 ans du programme SAR. Donc vous voyez, c'est concret, ça s'est traduit concrètement dans le programme. Donc voilà un petit peu l'historique de ce programme. Si je devais y avoir, et parce que là j'ai été un petit peu long, mais peut-être juste le principal enseignement, c'est que la synergie public-privé, elle se fait essentiellement sur le terrain. C'est-à-dire qu'évidemment, on peut avoir des engagements nationaux, ça peut donner des impulsions. La réalité, elle se fait sur le terrain. D'ailleurs, c'est ce qu'a montré l'enquête. C'est-à-dire c'est bien sur le terrain que s'établissent les contacts entre les conseillers, les professionnels, les montages de partenariats, les pratiques de collaboration. Il y a des choses très très concrètes sur des établissements de fiches navettes, des partages de contacts qualifiés, donc des choses qui sont tout à fait utiles. Mais voilà, si je devais résumer l'enseignement, c'est vraiment sur le terrain que ça doit se passer et que ça permet d'être concret et productif.
Merci beaucoup. Je propose là assez naturellement de passer la parole aux organisations professionnelles, à savoir notamment si ces organisations partagent les enjeux là évoqués par José Kerr, et puis de voir aussi comment vous, organisations professionnelles, alors au niveau national, là, vous voyez les synergies qui peuvent se décliner avec l'action des espaces France Rénov', puisque c'est vrai qu'on voit dans les actions conduites par ces espaces, bien souvent, les actions se font en concertation et main dans la main avec les organisations professionnelles. Donc c'est intéressant d'évoquer cette coopération au plus près du terrain et dans la proximité, et puis aussi de voir quelle marge de progrès, quelle attente quelque part vous pourriez formuler vis-à-vis de cette force de frappe locale et opérationnelle des politiques publiques. Oui, bien bonjour à toutes et à tous. Donc Pascal Housset, je suis là en tant que président de l'UMJCP, c'est la branche génie climatique, couverture plomberie pour la Fédération française du bâtiment, et j'ai également une casquette de président de l'Association française de ventilation, dont on parlera peut-être quelques mots un peu plus tard. En tout premier lieu, moi, je tiens déjà à remercier les millions d'entreprises, d'artisans sur tout le territoire national qui participent allègrement à cette transition et rénovation énergétique, parce que ça a été dit tout à l'heure, on n'arrête pas de dire ce qu'il va falloir faire, mais ce qui a déjà été fait, les chiffres ont été donnés par l'ANA, donc les deux Simon, j'ai envie de dire, ont été très explicites là-dessus. Marjolaine l'a également indiqué. Donc déjà, je pense qu'on peut remercier, on peut dire, les entreprises déjà qui s'investissent dans ce domaine. Donc ça, c'est important de le souligner. Je voudrais rebondir tout à l'heure, José Kerr a lancé une perche avec les camionnettes devant les chantiers, donc je ne pouvais pas passer à côté. Eh bien, je vais rassurer José, parce que bientôt, il n'y aura plus de camionnettes qui fumeront devant les chantiers, puisqu'avec les ZFE, il n'y aura plus de véhicules, de camionnettes dans les villes. Donc, je ne sais pas comment on fera les rénovations, parce que finalement, on ne pourra pas tous être en trottinette avec les matériaux amenés sur les chantiers. On ne sera pas tous en vélo, même si on a amené d'ailleurs mes amis du CINASAF qui sont là également. On a fait des programmes d'avoir des intervenants effectivement en vélo, en triporteur. Ça nous ramène à Daricole, mais effectivement ça fonctionne. Il y a des belles initiatives, il faut le souligner quand même. Mais ceci étant dit, plus sérieusement, on a un vrai problème de mobilité quand même pour nos entreprises du bâtiment. Sérieusement, on voit bien, c'est des millions de petites camionnettes blanches, et j'en conviens avec Monsieur José Kerr, qui sont à remplacer. Mais nos entreprises, sérieusement, ne savent pas quoi aujourd'hui acheter, parce que les véhicules électriques, ça progresse, on en convient, mais ça ne fait pas tout. On est trop limité quand on a de la charge dans les véhicules. On a parlé des véhicules GNV, malheureusement, ça ne s'est pas développé. On nous parle d'utilitaires à hydrogène, pourquoi pas, mais à quel prix, et où est-ce qu'on fait le plein ? Voilà, donc nous on est ouverts en tout cas, et je pense, je laisserai rebondir mes collègues de la CAPEB, mais je pense qu'on est ouvert à investissement, bien sûr, sur des véhicules propres ou moins sales, comme disent certains de nos parlementaires. Mais pour ça, il faut vraiment qu'on ait des dispositifs là aussi en place assez rapidement. C'est nécessaire. Voilà, je referme la parenthèse de la mobilité, mais ça me semblait essentiel et important, à juste titre, de rebondir là-dessus. Plus concrètement, sur la rénovation énergétique, bien sûr, on y est très engagé. On a parlé d'attractivité. Bien évidemment, c'est le centre. Il faut qu'on parle davantage des métiers du bâtiment. Il faut valoriser cet ascenseur social qui peut être les métiers du bâtiment. C'est ce qui est fait. On parle de plus en plus de nous. Il y a des événements comme les World Skills. Il y a des événements médias qui permettent de mettre en lumière, de mettre véritablement de valoriser ces métiers à valeur ajoutée. Et puis la possibilité aussi d'avoir des plateformes dignes de ce nom, pour en parler plus en détail après, des plateformes techniques qui permettent véritablement de monter en compétence aussi nos professionnels. Ça a été dit tout à l'heure, monter en compétence des professionnels. Il faut arriver à des niveaux de réalisation, de rénovation qui soient à la hauteur des attentes, bien sûr, des investissements qui sont mis,
privés et publics, bien entendu. Donc voilà, nous sommes en tout cas à la FFB tout à fait inscrits dans cette démarche. On travaille avec nos professionnels en ce sens. Il y a toujours encore plus à faire, bien évidemment. La rénovation globale, on le sait bien, c'est quelque chose, donc ça fait plusieurs décennies dont on parle. On veut essayer de monter en puissance. Et parlons de ce qui se fait bien. Moi, j'ai écouté tout à l'heure, je viens de Seine-et-Marne. Bon, Seine-et-Marne, comme on dit toujours, qui est entre basket et sabot, c'est moitié très urbain, moitié campagne. Mais finalement, il y a énormément de rénovations qui se font. Et je tiens à dire que tout le travail qui a été fait ces dernières décennies, justement, avec les différents acteurs locaux, les collectivités locales, avec les relais, des gens comme Solia et autres, la travail qui est fait avec l'ANA, bien évidemment, en local. Finalement, il y a des beaux chantiers qui se font, il y a des belles rénovations de qualité qui sont performantes, qui se font de bonne manière. Donc, souvent, ce que je dis, n'allons pas réinventer l'eau chaude, et c'est le premier chauffagiste qui vous parle. Allons faire ce qui se fait de bien dans les régions, parce qu'il faut travailler avec les régions, avec les collectivités locales, avec des gens qui ont la connaissance des typologies de bâtiments qu'on a en région. Les attentes ne sont pas forcément les mêmes, les solutions techniques ne sont pas forcément les mêmes pour l'isolation, pour les systèmes de couverture, pour les systèmes de chauffage. On n'a pas forcément les mêmes besoins, les mêmes attentes, donc faut faire travailler le local. Rappelons que nos entreprises du bâtiment, il n'y a pas un village en France où il n'y a pas au moins un artisan du bâtiment qui est positionné. Donc faisons travailler le local, faisons leur confiance. Et à une époque où on parle beaucoup d'éco-délinquance, eh bien, un artisan local, il n'a aucun intérêt à aller faire du mauvais travail parce que lui, il travaille avec le bouche à oreille de sa région, avec sa clientèle locale. Donc, il a plutôt intérêt à faire du bon boulot. Et en général, c'est ce qui se passe, heureusement, dans la majorité des cas. Par contre, monter en compétences, oui. Faire progresser les techniques. On le voit bien, les systèmes de chauffage évoluent. Il y a une transition énergétique. Les modes de chauffage évoluent. De la technologie embarquée, de la connectivité. Tout ça progresse. Donc, il faut faire progresser. Et nous, on y travaille pour faire progresser nos professionnels. Voilà les grandes lignes, en tout cas, de ce que je peux vous dire dans nos démarches au niveau de l'UMGCCP. C'est déjà énorme. Et on voit bien, là, le chantier est vaste et immense. Donc, c'est, selon vous, la pierre à apporter prioritairement à l'édifice, j'allais dire, par des structures locales comme par les structures, les espaces France Rénov', maintenant on les appelle. Selon vous, est-ce que vous êtes en phase avec les conclusions de l'enquête qui montrent que c'est avant tout sur l'information, sur l'évolution réglementaire, les aides financières, notamment les aides financières locales? Est-ce que c'est avant tout ça qui vous paraît pertinent? Est-ce que vous imaginez qu'il puisse y avoir d'autres synergies autour de ces enjeux? Oui, et en même temps, c'est toute la difficulté de l'exercice, c'est que les aides sont nécessaires, on le sait, parce que sinon, les particuliers, surtout dans cette période inflationniste qu'on connaît aujourd'hui, ça serait trop compliqué de pouvoir massifier les rénovations. Mais toute la difficulté, aussi bien, on l'a bien vu dans les études qui ont été faites, aussi bien pour les pros que pour les particuliers, c'est la visibilité de ces aides, la compréhension de ces aides, l'articulation qu'il peut y avoir même dans le suivi. Effectivement, c'est important, les audits, pour s'assurer de la qualité des réalisations. Mais en même temps, j'ai envie de dire, trop d'audits, tu l'audites. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a une tellement pléthore, on ne sait plus trop. Donc, il faut arriver véritablement, et nous avons des propositions pour essayer de clarifier un peu les choses et de véritablement simplifier. Je me méfie toujours du mot simplification dans notre beau pays. Il me semble important, effectivement, qu'il y ait une visibilité. Et j'ai compris les propos de Simon Hufto tout à l'heure qui parlait de curseurs, effectivement, de régler les curseurs des aides. Simplement, il faut juste se dire que entre juste bouger un curseur sur une ligne comptable et tout ce qu'on s'en entraîne dans la machine derrière pour les pros et la compréhension pour les particuliers, c'est énorme. Donc attention à ne pas trop bouger ces curseurs, même si la finalité, on la comprend, il y a des raisons.
bien évidemment, mais la stabilité. Nous, ce qu'on demande depuis des années, c'est la stabilité, une facilité de compréhension d'accès à la fois pour le particulier, mais aussi pour les entreprises. Parce qu'une entreprise qui trouve que c'est trop compliqué, c'est trop d'administratifs à gérer, etc., elle ne va pas y aller. Et finalement, elle va passer à côté d'un marché pour lequel elle pourrait répondre techniquement parce qu'elle l'offre. Voilà. Donc il y a, je pense, une organisation à avoir autour de ça. Alors je sais qu'avec notamment le programme Oscar et d'autres programmes, on travaille en ce sens, hein, sur l'information, sur la fluidité des informations. Mais il y a encore beaucoup à faire pour faire en sorte que nos entreprises puissent y aller. Voilà, je vais quand même laisser du temps aussi à mon confrère, mon collègue de pouvoir s'exprimer sur les sujets. Oscar sera réabordé autour de cette table ronde. Donc oui, Monsieur Morales, est-ce que voilà, globalement vous partagez ces enjeux? Toujours la même question, hein, voir comment localement il vous semble que les espaces France Rénov peuvent apporter une plus-value concrète dans ce repérage et cette navigation au milieu de ces dispositifs, de ces aides financières diverses et variées, puis aussi voir, puisque vous représentez surtout les entreprises artisanales, voilà, quelles initiatives la CAPEB a pris ou envisage de prendre pour épauler les artisans à régler voilà, cet aspect administratif, financier, voilà, avoir des devis, des factures conformes, etc. On sait que c'est un vaste chantier aussi pour vous, et voir voilà, ce que les espaces France Rénov peuvent vous apporter sur le sujet. Bonjour à tous. Merci Jacques de m'avoir permis de participer à votre assemblée. Déjà, vous avez vu, on s'oppose. Un plombier, chauffagiste, et moi je suis plaquiste. Et l'objectif du plaquiste, c'est de faire disparaître le métier du chauffagiste. Parce qu'avec des bâtiments super performants, il n'y aura plus besoin de les chauffer. On est complémentaires, et je vais essayer de ne pas répéter ce qu'il a dit, parce qu'il y a plein de choses que nous partageons bien souvent, même si ce n'est pas toujours le cas. Déjà, la première chose que je peux dire dans ma réflexion, si vous permettez, avant de répondre à votre question, c'est que moi, j'ai vu des courbes, j'ai vu des chiffres. J'en ai pas, il l'a dit tout à l'heure, le jeune homme, là, sur tous les chiffres qui sont sortis, si on en garde un ou deux, moi, j'en ai gardé deux. Un artisan sur deux connaît l'espace conseil. On a du boulot, hein. Parmi ceux qui font de la réno, ouais. 1 sur 4 travaille avec les espaces conseils. Parmi ceux qui font de la réno. Donc on a beaucoup de travail. Je me suis amusé à faire des statistiques. Alors il faudra les vérifier, mais je pense qu'elles ne devraient pas être trop mauvaises. 30% des artisans qui font de la rénovation énergétique et sont RGE. 30%. Ça veut dire qu'on a encore 70% d'entreprises à aller chercher pour travailler sur la rénovation énergétique. Et il faut aller les chercher, mais il faut aussi se poser les questions. Pourquoi ils ne sont pas avec nous? Pourquoi ils ne sont pas impliqués? Encore quelque chose qui nous oppose. C'est une entreprise de la ville, je suis un artisan des champs. Moi, je n'ai pas de problème avec les ZFE. Le jour où on va m'interdire de rentrer dans mon village avec un véhicule, ça va être difficile. Oui, c'est vrai. Mais il faut que l'info, elle arrive. Il faut qu'elle arrive. Alors, vous en avez beaucoup parlé. Vous avez beaucoup parlé d'accompagner les particuliers. Il y a encore beaucoup de travail à faire. C'est bien ce qui a été fait. Mais on a encore plein de choses à faire. Mais ce qui est important aussi, c'est d'accompagner les entreprises artisanales. Pourquoi? Je vais vous le répéter une énième fois. Une entreprise artisanale, c'est en moyenne 2-3 salariés. Et que fait l'artisan? Il travaille sur les chantiers avec ses salariés. Et qu'est-ce qui est le plus difficile à faire et qu'est-ce qui le rebute le plus? C'est de rester au bureau et de faire des papiers. Parce que son métier, il l'a choisi, c'est d'être sur le chantier. Voilà. Alors, ce qu'il faut faire, c'est, on en a parlé, on va reparler, c'est aider aussi les entreprises à faire toute cette partie administrative qui est difficile. Et puis, il faut coordonner les choses. Quand vous voyez que pour les certificats d'économie d'énergie, pour MaPrimeRénov' ou pour d'autres dossiers, on nous demande de faire des choses qui sont toutes différentes, il faudrait qu'il y ait un peu de cohérence.
on a fait des propositions. Il faut que quand on a un audit pour être RGE, quand on a des contrôles sur les chantiers, parce qu'il y a des audits et puis on a aussi des contrôles sur les chantiers quand on est RGE, il n'y a pas les mêmes choses partout. On ne demande pas les mêmes choses. Il faut aller du plus haut, faire une liste de ce qu'on demande, et puis si on en a moins à faire, il faut qu'on redemande les mêmes choses, mais avec un peu moins, mais que ce soit les mêmes choses. Voilà. Ça c'est la simplification. Il y a le programme Profil aussi, qui est important pour nous, parce que c'est aussi de l'accompagnement. Vous avez parlé de l'attractivité. Oui, il faut qu'on travaille sur l'attractivité de nos métiers, mais aussi l'attractivité des entreprises artisanales. C'est 70% là qu'on a besoin d'aller chercher. Il faut absolument qu'on aille les chercher. Et puis après, vous avez parlé de massification. C'est bien parce qu'il y a eu une époque où on parlait d'industrialisation. Et on a tellement fait le forcing pour qu'on ne parle plus d'industrialisation parce que nous, ça nous hérissait. Excusez-moi les industriels, excusez-moi. Je vous en veux pas, mais bon, de nous parler d'industrialisation à nous, mais massifier, ça va, ça nous va. Alors maintenant, on va travailler avec toute la filière pour essayer de massifier. Et ce n'est pas facile, hein, parce que pour massifier et pour être efficace, il faut faire du global. Et le global, assez bien. Quand je vends ma maison et que le nouveau propriétaire a 5 minutes pour faire des travaux, on peut faire du global. Quand je loue ma maison ou mon appartement, hein, et que le propriétaire n'a pas encore de locataire, on peut faire de la rénovation globale. Mais alors, pour l'avoir pratiqué moi-même, faire de la rénovation globale dans un milieu habité, je crois que, à part quand on fait de l'isolation par l'extérieur et qu'on demande aux gens simplement de fermer les volets, ça va. Mais c'est hyper difficile. Il faut qu'on trouve des solutions, il faut qu'on nous propose des choses. Mais c'est vrai que cette globalité-là, on sait que c'est plus performant, on sait que c'est plus important. Mais n'empêche que quand on ne le fait pas, eh il faut qu'on ait la possibilité de le faire par étapes aussi et d'essayer de faire un parcours intelligent et de proposer aux propriétaires bailleurs, aux propriétaires occupants, à tous ces gens qui sont dans des logements, il faut qu'on leur propose quelque chose, il faut qu'on leur propose une solution. Tout à l'heure, on a parlé, Madame Minier-Fillefer, Marjolaine, oui, tout le monde l'appelle la Marjolaine, tout le monde a son 07 sauf moi. Je suis désolé. Mais enfin, peut-être qu'un de ces quatre, il y en a un qui me le donnera et que je pourrai l'avoir. Elle a parlé de la refondation. Quand on a parlé de ce Conseil national de la refondation, la première fois, c'était à Marcoussis, j'en ai entendu parler hier. Et on a tellement parlé du bâtiment que nos élites ont décidé de faire un Conseil de la refondation sur le logement. C'était le lancement hier soir. Mais parce qu'on a parlé beaucoup de bâtiments. À l'origine, ce n'était pas prévu. On allait parler de plein de choses importantes, mais le bâtiment s'est ressorti. On est mis en avant. J'ai participé aussi, parce que quand il y a des longues réunions comme ça, mon président me dit « Tu y vas toi, moi je viendrai qu'à la fin ». Donc j'ai participé à l'annonce du plan de sobriété. Il y avait 10 ministres. Ces 10 ministres, systématiquement, chacun dans leur giron, nous ont fait des annonces sur la sobriété. Et vous savez ce qu'ils ont tous dit? Même la ministre des Sports, hein, elle nous a parlé des bâtiments. Elle nous a parlé de bâtiments et de bâtiments. On revient tout le temps devant. Quand on a parlé de décarbonation, on vient de finir un travail complètement fou sur la décarbonation et on revient encore sur le bâtiment. Donc on est au milieu de tout, on est important, on le sait. Il faut qu'on massifie, on est d'accord. Il faut qu'on fasse du global. Alors ne croyez pas que quand la CAPEB dit y en a marre de parler du global, on s'oppose. Non, on n'est pas opposé. On est conscient de ce qu'il faut qu'on fasse. On est conscient de tout ce qu'il faut qu'on mette en avant. Et une filière qui peut monter en puissance, il faut qu'elle le fasse avec tous les acteurs. On est avec vous, on est à nos côtés, avec nos côtés positifs, nos côtés négatifs. Nos côtés un peu franchouillards où on est tout le temps contre, on paraît être contre, mais je vous ferai remarquer que depuis qu'on est parti dans la rénovation énergétique, depuis une dizaine d'années, moi j'étais dans les premiers éco-artisans, on a toujours répondu présent, qu'à
avec tous les chiffres que vous nous avez donnés du nombre de MaPrimeRénov', tout à l'heure on va parler de certificats d'économie d'énergie, on a réussi. La demande, on est là, on répond, et je pense qu'on sera encore présent, et vous pouvez compter sur les artisans, sur les entreprises. Bon, j'arrête. Bon, alors il paraît que il faut que je parle un petit peu plus fort. Donc merci beaucoup. Je suis désolée, je vais être un peu plus directive parce qu'on est en train de riper un petit peu sur le timing. Donc je remercie aux prochains intervenants d'essayer d'être le plus concis et percutant. Je ne doute pas que ce soit tout à fait dans vos exercices habituels. Monsieur Berthelot, je vais me tourner vers vous, puisque vous représentez Saint-Gobain Distribution. On sait que la distribution est très proche de ses clients, donc c'est important que vous nous évoquiez les services que vous proposez à vos clients pour les accompagner dans le domaine de la rénovation énergétique notamment, et puis que vous nous exposiez également vos attentes vis-à-vis des politiques publiques, qu'elles soient nationales ou locales, et la façon dont vous voyez les synergies possibles. C'est vous qui êtes longue dans votre question, ma réponse, on en est encore raccourci. Plus sérieusement, je vais être assez bref sur ce qu'on fait et plutôt essayer d'exprimer des attentes, ou si j'avais une baguette magique, à quoi je toucherais sur cet enjeu absolument massif. Bon, le distributeur de matériaux de construction, en fait, c'est le carrefour naturel des artisans. Moteur éteint, à l'intérieur, avec un café, c'est leur quotidien. Et donc, assez naturellement, Saint-Gobain Distribution, autour de ses enseignes, Point P, CDO, la plateforme du bâtiment, ses 2000 points de vente sur tout le territoire, ses 23 000 collaborateurs, il doit naturellement porter, à côté de ses clients, ce sujet de la rénovation énergétique. Alors, on le fait finalement à 3 niveaux. L'offre, s'assurer que nos clients ont les bons produits pour opérer les rénovations énergétiques adaptées. Deuxièmement, en termes de formation, avoir des vendeurs formés, Oscar, toutes nos initiatives internes de formation, avoir des clients formés, sessions mixtes avec fournisseurs, rencontres spécifiques de démonstration produits, formation digitale par exemple pour s'inscrire, pour devenir RGE. Et enfin, une dimension d'accompagnement. Tu l'as évoqué sur la simplification administrative. On les accompagne sur le traitement administratif des C2E, dans des outils digitaux d'aide à l'identification des priorités de rénovation énergétique. Je pense que pas mal d'entre vous doivent connaître le logiciel CapRénov'. Et enfin, avoir aussi une vue aussi exhaustive que possible sur le millefeuille d'aide qui s'opère à toutes les strates de l'organisation publique. Moi, je vois 5 leviers, donc 5 coups de baguette magique. Le premier, c'est de mettre en adéquation les ambitions et les ressources. Alors peut-être déjà, c'est quoi la nature de l'ambition? Est-ce qu'on veut faire plus 10% ou est-ce qu'on veut se mettre en trajectoire avec comme cible les accords de Paris, mais dès maintenant en trajectoire? Est-ce qu'on souhaite faire un plan Marshall? Je serais tenté de dire que même si on se fixe que plus 10%, je crois que c'était la stat qui était évaluée sur le marché de la rénovation énergétique l'année prochaine, je ne suis pas sûr qu'on ait les ressources. Je crois qu'on en est à 4 mois de délai sur les espaces Conseil France Rénov' sur l'Île-de-France. On a un super projet accompagnateur Rénov', mais il faut quand même être conscient que ce qu'on attend d'eux dans la lettre de mission, c'est juste d'être un super héros. Il doit être parfait sur la technique produit, parfait sur la fiscalité, parfait sur le mode constructif, parfait sur la relation client. Et là, il faut qu'on en trouve plusieurs milliers. Vu que c'est censé conditionner une bonne partie des aides futures, autant vous dire qu'on a le risque de tuer le marché simplement parce qu'on n'aura pas l'offre et la réponse adaptée pour le mener. Donc je pense qu'il y a ce vrai dosage en termes de ressources. Le deuxième point, alors l'étude croisée était hyper intéressante. Moi, j'ai le sentiment que en fait, c'est un peu comme dans une piscine. On nage tous dans la même direction, mais on est quand même dans des couloirs de nage différents. Alors, soit nous, on n'est pas bon, mais je ne vous cache pas que je pense qu'on collabore très peu avec les espaces France Rénov', et c'est très dommage. Je n'avais pas le sentiment que nos clients collaborent beaucoup avec les espaces France Rénov'. Donc, en fait, on a un vrai sujet pour ensemble travailler ça, parce que, y compris dans ces espaces, il faut de la compétence. Il faut de la compétence. Quel produit on met? Comment on le met? C'est quoi les éventuelles spécificités locales? Et ça, on doit le faire ensemble avec des objectifs de résultats, des objectifs de collaboration officielle, parce que
où je rejoins tout le monde, ça se passe en local. Mais s'il n'y a pas un semblant d'impulsion sur l'organisation, je pense que c'est plus difficile à déployer sur tout le dispositif. Et puis, il faut qu'on le fasse sans idéologie respective dans la nature de la rénovation globale. Troisième point, moi, j'aimerais simplifier drastiquement les aides fiscales, les aides financières. Je trouve qu'aujourd'hui, si vous souhaitez faire une rénovation globale, il faut quasiment faire appel à un expert fiscaliste. Si vous souhaitez optimiser l'intégralité des aides qui peuvent être proposées, que ce soit au niveau des C2E, que ce soit au niveau de ma prime rénov, des actions locales, c'est hyper compliqué. Alors, nous, on baigne dedans, mais même en baignant dedans, je trouve ça très compliqué. Voilà. Oui, c'est vrai, je ne suis pas... Oui, mais on nage tous dans la même... en opportunité, je crois que c'était mentionné plus tôt, je pense que le secteur bancaire pourrait être beaucoup plus sollicité, pour une raison simple, c'est que les aides arrivent, mais avec un certain délai. Et comme on a décidé de cibler les Français à plus faible revenu, ce qui est une excellente initiative, on a juste un sujet de trésor. C'est-à-dire que même s'il peut faire, même s'il sera largement couvert financièrement, il n'a juste pas la trésorerie pour le faire. Et je pense qu'on pourrait mobiliser beaucoup plus le secteur bancaire dans ce domaine. Et le dernier point, c'est le RGE. Il n'y a juste pas assez d'entreprises RGE. Donc soit on cherche à faire grandir des entreprises RGE, on va se retrouver avec un gars qui a passé le diplôme, 600 gugus en dessous, je ne suis pas sûr de la qualité de la réalisation, soit on se réinterroge sur comment on fait en sorte d'avoir suffisamment d'entreprises, suffisamment d'artisans pour mener à bien ces rénovations. Merci beaucoup. J'ai envie de passer la parole à José Kerr, là, parce qu'on voit qu'il y a eu beaucoup d'enjeux, de freins potentiels, de leviers potentiels qui ont été évoqués, sujets sur lesquels l'ADEME réfléchit et œuvre depuis longtemps. Donc, oui, enfin, si le micro fonctionne, oui, c'est ça. Enfin, juste rappeler, enfin, l'ADEME, ce n'est pas les pouvoirs publics, c'est-à-dire que nous sommes aux côtés des pouvoirs publics, on apporte notre expertise, des conseils, on fait des propositions, mais donc, je dirais, l'ADEME n'a pas la légitimité pour répondre sur ces interpellations. Donc, on les partage, enfin, si je reprends ces 5 points, la question des ressources, bon, les compétences dans les espaces conseils, donc là, je dirais le sujet va être maintenant animé par l'ANA. Je pense qu'il y a une évolution dans le... Puis donc Simon est encore là, donc il pourra compléter. C'est vrai qu'on est dans une évolution du service public. Au départ, donc j'ai évoqué l'historique tout à l'heure, on avait un dispositif qui reposait énormément donc, sur des associations, sur du volontariat local, donc un dispositif assez militant également, à un moment où ces enjeux d'écologie n'étaient pas autant partagés, donc il fallait qu'ils soient poussés par les gens qui avaient cette vision peut-être un petit peu avant la moyenne des autres intervenants. Et donc là, avec la massification, l'augmentation du nombre, on a évoqué des chiffres tout à l'heure, il y a des enjeux de professionnalisation de ce réseau, d'uniformisation, de meilleure d'harmonisation. Donc, à discuter avec également les collectivités locales impliquées. Il ne faut pas oublier que ce n'est pas un dispositif juste piloté depuis Paris, mais dans lequel les collectivités sont très fortement impliquées, aussi bien en termes de politique territoriale. Évidemment, ces politiques de rénovation sont au cœur des transitions dans les territoires. Donc, les collectivités sont évidemment extrêmement motivées sur ces sujets-là. Et puis, elles en payent une grande partie. Donc, toute cette évolution est en cours. Après, sur la question des compétences techniques, entre la maîtrise que doit disposer le conseiller plutôt dans une vision à l'amont et puis après l'articulation avec l'accompagnateur qui va accompagner les ménages, donc il faudra que ça se précise. Et puis là, enfin, il me semble que ce qui est très important dans ce qui a été dit, c'est évidemment d'avoir à la fois l'accompagnement des ménages, mais l'accompagnement des entreprises et l'articulation de ces deux accompagnements. Je pense qu'il va se faire assez naturellement, c'est-à-dire que ces accompagnements devront se parler pour que, au global, le dispositif soit le plus efficace possible. Bon, sur RGE, c'est un débat compliqué entre une exigence pour pouvoir garantir un minimum de qualité derrière. Si vous voulez, donc évidemment, nous, ça nous fait de la peine quand la presse spécialisée met en défaut des entreprises RGE et donc ça contribue à
à décrédibiliser le système. Donc voilà, comment faire entre maintenir un niveau d'exigence qui maintient de la crédibilité. Hein, ce qu'on cherche à avoir, c'est de la confiance de la part des clients, hein, des ménages, pour qu'ils puissent y aller en confiance, et en même temps le niveau de contrainte que ça peut représenter pour les entreprises concernées. Je pense que là-dessus, le travail, il reste à mener. D'accord. Bon, voilà, si Merci, ça peut merci. contribuer. Réponse. Merci beaucoup. Maintenant, question c'est vrai qu'on parle beaucoup, là on a beaucoup parlé, ma prime rénov, habiter mieux, etc. Il y a un levier de financement dont on a assez peu parlé pour l'instant, mais qui représente quand même des sommes assez colossales sur le marché de la rénovation. Je pense aux certificats d'économie d'énergie. Donc que ce soit les obligés ou les délégataires, vous avez des actions pour promouvoir et vous animer d'une certaine façon. Vous êtes en contact étroit avec les milieux professionnels. Donc de votre côté, quelles sont les actions que vous menez pour dynamiser cette rénovation énergétique? Quelles sont éventuellement les complémentarités que vous voyez avec les acteurs publics au niveau national, régional ou local pour faire avancer ce grand défi? Monsieur Boulico, peut-être pour commencer. Jean-Marc Boulico, EDF. Alors, bon, effectivement, on mène des actions un peu historiques sur la rénovation énergétique. Et alors, on va focuser sur les C2E. J'aime pas trop le terme d'obligé, on va dire gros acteurs, mais c'est le terme consacré, obligé. Hein. Mais en fait, obligé, je trouve pas que ça nous aille très bien parce qu'on le fait quand même plutôt de bonne grâce, on va dire. Et on est un gros acteur C2E. On a pour ça monté des partenariats avec mes voisins, hein, avec PromuCF pour la FFB, avec Béranger Développement pour la CAPEB. On a aussi des partenariats avec les distributeurs, etc. Mais on voit bien. Et puis il y a aussi des choses qui se font en direct avec les particuliers. Mais je veux dire, on voit bien qu'il y a un intérêt d'emblée, dès le début des processus, à travailler en partenariat sur ces sujets. Et c'est riche. J'en reparlerai en 2 mots. C'est riche tout au long. Et parfois avec des difficultés qu'on a affrontées ensemble. Et puis, on met beaucoup d'énergie dans la mise en œuvre de ces dispositifs C2E et notamment en termes d'information, hein, donc des publics, de conseils, d'accompagnement. Donc on y reviendra, ça fait le lien, j'en dirai un mot, ça fait bien le lien avec les espaces conseils, parce qu'effectivement, il y a quand même, c'est assez complexe, on va dire, et puis ça c'est pas tout à fait simplifié, j'y reviendrai aussi. Donc, pour parler de ce point-là de complexité, c'est vrai que sont apparus à juste titre, de façon tout à fait légitime, les contrôles sur les opérations et que ça va prendre encore plus d'ampleur et que, eh bien, donc ça rajoute, c'est légitime, je ne conteste pas en termes de vérification de la qualité, etc. Si ce n'est que ça s'opère à la fois sur des questions, je dirais, administratives, on va dire, et puis sur des questions métiers, gestes métiers, et que les deux réunis, la montée en puissance là, est quand même un peu compliquée à assumer. Et là aussi, je pense qu'il faut que les parties prenantes des dispositifs, depuis les pouvoirs publics jusqu'aux artisans, en passant par les énergéticiens, on arrive à travailler ensemble à ce que ce soit plus fluide, à ce que ce soit un peu plus simple. Alors, les entreprises RGE, ça a été dit, moi je partage à peu près tout ce qui a déjà été dit, hein, évidemment. Donc on travaille avec les organismes de certification et évidemment on est tout à fait volontaire et bénévolant pour faire en sorte qu'il puisse y avoir de plus en plus d'artisans qualifiés qui puissent opérer dans la massification des C2E. Et puis, ce que je voulais souligner, c'est quand même l'importance des programmes. Alors, il y en a un qui a été déjà cité 2 fois, à ma connaissance, je vais le citer une 3e fois. Il y a Oscar, mais il y a aussi FIBAT et Profil. Hein. Donc, FIBAT sur la formation, Profil sur les outils et le partage d'outils, et puis Oscar sur la facilitation de l'accès aux aides. Ce sont des programmes C2E également, hein, dont EDF est un des financeurs. Et c'est extrêmement important, d'autant que c'est pas, enfin je dirais c'est pas fini dans le sens où les besoins se renouvellent, que ce soit lié aux technologies, au contexte, aux attentes. Donc on est sur il y avait beaucoup de choses à défricher, mais on va s'installer quand même sur du long terme sur ces sujets de formation, de partage d'outils, de bonnes pratiques et de facilitation à l'accès aux aides.
Juste un tout petit zoom, ça a été dit sur ma prime rénov qui bénéficie à 82% au public modeste et très modeste. Et pour les C2E, on le sait, il y a les C2E précarité énergétique également. Et c'est un sujet important. Donc EDF mène aussi des actions en la matière avec, bien sûr, on va glaner du C2E précarité énergétique comme ça de façon un peu diffuse, mais aussi, on monte aussi des programmes spécifiques. Hein, alors il y en a un qui est un peu connu, qui est Toi d'abord avec la Fondation Abbé Pierre, mais on en a sur le feu là en ce moment pour essayer d'attaquer un peu plus fort et surtout pouvoir aller sur des cibles, des publics, alors là pour le coup très très modestes, enfin vraiment des publics qui vont avoir du mal à accéder à la rénovation énergétique en dehors de programmes très spécifiques avec des partenaires très spécifiques. Pour ce qui est de notre perception et de notre lien avec les espaces conseils, alors à ma connaissance, moi je suis assez récent dans le job, hein, je vous avoue, mais à ma connaissance aujourd'hui, nos relations sont faibles, parfois à mon avis inexistantes. J'ai vu dans l'enquête, enfin dans l'étude, qu'il y avait des attentes en la matière, des attentes fortes par rapport aux C2E et aux énergéticiens. Donc j'ai envie de dire que nous, on est évidemment preneurs dans le sens où, je l'ai dit en amont, l'information, l'accompagnement, c'est déterminant pour la réussite pour la mise en œuvre des dispositifs et la réussite de la rénovation énergétique. Il y a la notion de maillage aussi qui est importante à mon avis sur les espaces conseils, c'est-à-dire qu'il n'y ait pas de zone blanche comme en téléphonie, hein, si possible, parce que c'est en plus souvent là qu'il y a des besoins de rénovation un peu spécifiques, un peu lourds, un peu complexes, et que c'est là aussi où il y a du coup besoin de beaucoup d'accompagnement et d'information, voire de détection même avant presque. Hein. On est presque sur la détection des besoins. Et puis, par rapport à ces espaces, il y a des logiques importantes en termes de neutralité à respecter vis-à-vis des acteurs et des parties prenantes de la rénovation énergétique, que ce soit les énergéticiens ou les professionnels, les artisans. Donc voilà. Et puis je pense qu'il y a des choses à caler, même si je ne maîtrise encore pas bien le sujet complètement, mais par rapport aux espaces conseils et aux accompagnateurs rénov', effectivement, il faut bien régler les périmètres d'intervention, les responsabilités et ce que ça engage pour les uns et les autres. Et je pense que là, tous les acteurs de la rénovation énergétique ont intérêt à en discuter ensemble, je pense, pour que les choses se passent au mieux et qu'on ne rajoute pas des grains de sable qui viendraient gripper le système et qu'au contraire, ce soit facilitant. Voilà. Question de réglage dont on pourra continuer à discuter dans le cadre de notre groupe de travail. Monsieur Yos, je me tourne vers vous pour vous poser un peu le même type de questions, la façon dont vous œuvrez pour mettre en mouvement les professionnels du bâtiment, les complémentarités ou les envies ou les premières initiatives peut-être que vous avez prises de votre côté pour bien s'accrocher avec cette force de terrain, de proximité que constituent les espaces France Rénov'. François Yos, donc je suis en charge des... Bonjour, donc François Yos, en charge des sujets certificats d'économie d'énergie pour le périmètre de Total Énergie. Je ne me sens pas en fait tout à fait à ma place ici. Pourquoi ? Parce que moi, je ne suis pas un professionnel du bâtiment. Je ne me sens pas hautement qualifié en la matière. Mais finalement, effectivement, par le dispositif des certificats d'économie d'énergie, on voit bien qu'on attend des énergéticiens comme Total Énergie de pouvoir accompagner ses clients à la fois dans la réduction de leur facture énergétique et puis en même temps donc dans leur parcours de décarbonation. Et là-dessus, effectivement, je me sens un petit peu plus légitime et c'est à ce titre-là que je me permets de prendre la parole. Je vais déjà partager avec vous une inquiétude qui ressort des débats qu'on a commencé à avoir ce soir. Une inquiétude sur les cinétiques comparées des obligations en matière de certificat d'économie d'énergie et de la dynamique dans laquelle la filière bâtiment est engagée. On parlait tout à l'heure d'une obligation révisée à la hauteur de 17% entre la 4e période et la 5e période. On oublie de dire deux choses. La première, c'est que l'obligation de la 5e période a été réaugmentée de 25%. Et la deuxième, c'est que pour un forfait donné, vous avez 30% de ces 2 œufs en moins. Donc derrière
une légère augmentation se cache en fait une augmentation très sensible, largement supérieure à 50%. Et ça, on va y arriver. On va y arriver si on s'adresse à tous les secteurs. Donc, on va s'adresser au secteur du transport, de l'industrie et, bien évidemment, du bâtiment. Sur le bâtiment, mais j'ai quand même un sujet d'inquiétude sur le déphasage entre les obligations et la capacité effectivement du secteur, dans un temps très limité compte tenu de toutes les contraintes qu'on a décrites, à pouvoir le faire. J'ai quand même un sujet qui me rassure, c'est que je vois qu'on partage tous le même constat. Les constats sont très homogènes. C'est-à-dire que moi, je me sens très à l'aise avec tout ce qui a été dit par les uns et par les autres. Donc finalement, ça, c'est un motif de confiance. En revanche, on a un sujet, du coup, qui est de se dire, OK, la politique, elle est claire, les objectifs sont clairs, comment est-ce qu'on fait pour y arriver? Et pour y arriver, moi, je pense qu'il y a un moyen très simple, qui est effectivement d'aller vers un cadre qui est un cadre largement simplifié, mais largement simplifié, parce qu'on est en train, avec les systèmes des contrôles et les exigences réglementaires, de tuer le système et de nuire terriblement à son efficacité. Donc, un cadre simplifié et puis une confiance, tout en subsidiarité, dans les boucles locales. Les boucles locales, c'est quoi? C'est les filiales de proximité des énergéticiens, c'est les acteurs locaux du secteur du bâtiment. Ce sont effectivement tous ces espaces conseillers France Rénov qui sont en train de se répandre comme une belle pandémie sur l'ensemble de notre territoire. Mais donc vraiment, le message, c'est ça, c'est un cadre qui permette à l'ensemble des boucles locales d'exprimer toute leur liberté, leur créativité, leur dynamisme qu'il y a dans nos territoires. Ok, merci beaucoup pour ce message fort et votre concision par ailleurs. Monsieur de Valent, je me tourne vers vous, puisque vous aussi, vous êtes un acteur important du système, au cœur et en contact étroit aussi avec des entreprises du bâtiment. Donc sur cette question, toujours un peu pareil, des actions que vous menez et des projets que vous pouvez avoir dans les cartons et des éventuelles envies de collaboration au niveau local avec les espaces France Rénov. Bonjour à tous, à toutes. D'abord, merci pour l'invitation. Je suis toujours ravi de pouvoir échanger sur le thème de la rénovation énergétique en tant qu'acteur des C2E engagés. Et puis, merci aussi pour les interventions. Les études sont particulièrement intéressantes. J'ai pris aussi beaucoup de notes et je pense que les données sont importantes pour nous tous, acteurs de la rénovation énergétique. Alors peut-être quelques mots sur Texial très rapidement. Notre mission, c'est d'accompagner les Français dans leurs projets de rénovation énergétique. On est délégataire de C2E. Vous n'aimez pas trop le terme obligé. Moi, j'aime pas trop le terme délégataire. C'est un peu réducteur. On est mandataire de l'ANA aussi pour ma prime Rénov. Avec deux engagements que j'ai envie de mettre en avant forts et qui répondent pour partie à votre question aussi. Le premier, on a pour ambition d'accompagner tous les Français et en particulier ceux qui sont dans ce qu'on pourrait appeler la précarité, ou dans ce qu'on appelle la précarité énergétique, et ceux qui sont dans la plus grande précarité énergétique. Et puis, deuxième engagement, ça a été évoqué aussi, on essaye avec nos moyens de lutter contre la fraude et la malfaçon, qui est un des sujets qui a beaucoup pénalisé l'ensemble du secteur. Alors peut-être pour revenir sur quelques éléments de contexte pour répondre à votre question,
je participais la semaine dernière, ça a été évoqué aussi, à la journée nationale de la lutte contre la précarité énergétique. Et il y a un constat effrayant qui a été partagé, c'est que au jour où on se parle, c'est 12 millions de Français qui sont en situation de précarité énergétique. Et puis, autre constat effrayant qu'on connaît aussi, c'est il reste encore 7 millions de passoires thermiques à rénover. Tout ça pour dire que les objectifs sont importants et on est encore malheureusement loin du compte, avec en plus le constat qu'on peut faire sur certains secteurs actuellement, c'est quelque part, même si je suis désolé de parler du verre à moitié vide, mais un ralentissement en particulier sur les activités d'isolation. Autre élément que je veux mettre en avant et qui sont importants, c'est les freins à cette rénovation énergétique. Les freins les plus importants, et c'est important pour répondre à la question, c'est quoi? C'est d'abord la grande majorité des Français demandent un accompagnement complet avec un interlocuteur unique. On réalise un baromètre sur la rénovation énergétique tous les ans depuis 7 ans. C'est 77% des Français qui expriment le besoin d'avoir un accompagnement complet et unique. Et puis aussi, deuxième élément important, même si ce qui a été échangé, c'est que le financement, le budget n'est pas le seul moyen d'avancer, mais c'est quand même un moyen important puisque malheureusement, dans ce même baromètre, ce qui ressort, c'est que plus d'un quart des Français ont moins de 100 € à mettre dans leur projet de rénovation énergétique. Donc les chiffres parlent d'eux-mêmes. Et puis, dernier frein que je voulais partager avec vous, ça a été évoqué. Je crois que l'ensemble des acteurs ici présents gagnerait à avoir un cadre, je ne vais pas dire un terrain de jeu, mais un cadre avec plus de visibilité et avec plus de stabilité. Et là, je parle moins pour les particuliers que pour nous tous acteurs du secteur. Alors, pour répondre à votre question, certains parlent de plan Marshall. Moi, j'ai envie de parler de mobilisation générale. Je crois qu'il y a énormément de bonne volonté, il y a énormément d'énergie, de savoir-faire. La salle et la table ronde en est la preuve. Maintenant, il faut qu'on arrive à tous fonctionner bien ensemble, à se parler. Vous parliez d'une baguette magique. Moi, j'ai envie de parler aussi d'une baguette de chef d'orchestre, parce qu'on a besoin d'avancer ensemble, mais de manière coordonnée, et puis de réaliser des synergies. Alors, peut-être pour illustrer, et je m'arrêterai là, pour illustrer quelques exemples de synergie qu'on pourrait tous les acteurs mettre en œuvre. D'abord, il y a une formidable compétence, connaissance des aides locales par les acteurs publics locaux, ce qui est moins le cas des acteurs privés. Ça doit être évidemment largement utilisé. Il faut aussi utiliser les compétences et savoir-faire des acteurs privés en matière de contrôle, en matière de garantie de qualité des dossiers et des chantiers de rénovation. Et puis également de compétences en matière de relations clients, on va appeler ça comme ça, d'accompagnement, de conseils clients. Et puis,
Peut-être aussi pour revenir sur la précarité énergétique, je crois qu'il faut penser aux associations sur le terrain. Quand on parle de personnes qui sont dans la précarité énergétique, c'est en général des personnes qui ne vont pas spontanément prendre contact avec les acteurs de la rénovation énergétique. Donc il faut aller les chercher, il faut les aider. Et je crois que le tissu associatif a un grand rôle à jouer aussi de ce point de vue-là. Donc voilà, pour conclure, après ces quelques exemples de synergie, je crois qu'on a tous besoin, si on veut accélérer et atteindre les objectifs en matière de rénovation énergétique et de lutte contre la précarité énergétique, d'une vraie mobilisation générale et de faire ressortir toutes les synergies qu'on peut faire tous ensemble. Merci notamment pour la belle image de la baguette de chef d'orchestre. Pour continuer, là c'est important de passer la parole aux forces vives, aux forces de terrain qui travaillent au quotidien. Donc on a convié autour de cette table ronde 2 espaces France Rénov' qui nous ont semblé, alors on ne va pas dire que c'est des bons élèves, mais qui mènent depuis longtemps des démarches de mobilisation des professionnels du bâtiment. Alors peut-être d'une part pour leur demander les principales actions emblématiques qui conduisent aujourd'hui, leurs envies de développement, leurs projets, ce qu'ils ont en tête pour aller encore un petit peu plus loin, et qu'ils n'hésitent surtout pas à rebondir ou à réagir par rapport à certains des propos des acteurs de la filière qu'on vient d'entendre. Je vais peut-être te passer la parole, Frédéric Delomeau de l'Agence parisienne du climat, parce qu'il nous semble que, étant donné que vous œuvrez sur le champ de la copropriété, vous êtes sur un marché rénovation bâtiment qui est quand même plus structuré, il y a la maîtrise d'œuvre, on est moins sur un marché, le marché est un peu moins diffus. Donc peut-être que du coup, grâce à ce marché structuré, vous avez pris un petit peu plus, vous êtes parti plus tôt, on va dire, par rapport à d'autres espaces France Rénov'. Merci Bérénice, je crois que c'est la première fois qu'on me dit que j'ai de la chance de travailler sur la copropriété. Et je partage ça, en effet, c'est une chance. Alors peut-être d'abord pour revenir un petit peu sur l'APC et notre job, en fait, donc l'Agence parisienne du climat est ce qu'on appelle une agence locale de l'énergie et du climat, comme il y en a une 40aine en France, dont je crois 6 sur le Grand Paris. On fait partie donc de cet espace, de ce réseau des espaces France Rénov', ex-espace Info Énergie, ex-Pris, ex-Fer. Nos métiers n'ont pas changé, il s'agit d'aller chercher le public sur nos territoires, lui dire il y a un sujet face au réchauffement climatique et vous avez des marges de manœuvre, notamment en matière de rénovation de l'habitat. Et l'idée, c'est d'aider ce public ensuite à avancer. Alors, à Paris, on a été créé il n'y a pas si longtemps que ça fait que 10 ans qu'on a été créé. Toutes les agences locales de l'énergie du climat sont créées par les collectivités locales de leur territoire, donc là en l'occurrence la ville de Paris, qui s'est associée dès le début à la métropole du Grand Paris, à la région, mais aussi à des grands opérateurs que sont EDF ou CPCU, qui est donc le groupe Engie pour le chauffage urbain. Ça c'est peut-être une petite spécificité de l'APC. Et on a regardé notre territoire en arrivant, on s'est dit qu'est-ce qui se passe, c'est quoi la spécificité de Paris? Il y en a bien une, c'est que globalement il n'y a pas beaucoup de pavillonnaires à Paris, hein. L'essentiel du logement est collectif et pour 80% de ce logement collectif, privé, il est en copropriété. Et donc du coup, face à ce constat de territoire, on parlait tout à l'heure de regarder les spécificités de nos parcs de bâtis, là on en a une vraie, tout se passe par la copropriété. Et donc du coup, on s'est dit il faut développer des outils dédiés à la copropriété, à ce segment bien spécifique de parc, alors bien spécifique et majoritaire dans les territoires urbains, quasiment 100% du parc privé à Paris, 85% du parc sur le Grand Paris, mais encore quand même un tiers du logement privé en France. Ce qui souvent, et quand j'entendais les différents exemples qui ont été cités cet après-midi, on voit toujours la copropriété comme le truc à côté un peu compliqué. Alors c'est quand même un tiers du parc, quoi. Et donc du coup, regardons ce parc en face et disons-nous comment on va faire pour avancer dans ce contexte spécifique de la copropriété. Voilà, ça c'est un peu pour regarder quel est le territoire et donc il faut se lancer sur ce segment spécifique. L'autre point ensuite, c'est comment on va l'aborder. On va l'aborder avec une logique qui était celle des PTRE, on en a parlé plusieurs fois avec l'ADEME, qui est une logique de développement économique local. La rénovation énergétique est un marché de niche. Cette niche doit se développer, elle doit se massifier, je préfère généraliser, en tout cas elle doit grossir. Et un marché, basiquement, c'est une offre et une demande.
Et donc agissons d'une part sur la demande et avant tout sur la demande, parce que la demande de rénovation, on parle beaucoup de l'enjeu de financement, ça c'est une fois qu'on a des copropriétaires, enfin en tout cas des citoyens qui disent j'ai envie de faire quelque chose, ou là ça me coûte cher, mais l'essentiel il est surtout juste j'ai pas envie d'y aller, quoi. Et donc avant tout on a une action vers la demande de rénovation, et ensuite et à côté et en parallèle avec l'offre et donc avec les professionnels de la rénovation. Donc ça on l'a abordé d'entrée de jeu comme ça, enfin, en tout cas depuis 2013. Et maintenant, je vais zoomer sur les professionnels. L'enjeu qu'on a constaté avec les pros, c'est avant tout ce qu'on appelle la défiance vis-à-vis des professionnels, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas de confiance vis-à-vis de l'offre de rénovation, alors que nous, sur le terrain, on constatait qu'il y avait quand même des choses qui se faisaient pas si mal, quoi, et voire même des copropriétaires contents de leurs professionnels. Et donc, on s'est dit, déjà, on va se dire qui sont les pros sur le territoire qui rénovent, et puis on va venir en leur disant, on va vous faire de la pub. Parce que basiquement, c'est ça, en fait. C'est de montrer que, certes, on entend parler beaucoup d'éco-délinquance, d'insatisfaction, mais finalement, dans la majeure partie des cas, ça se passe bien. Et donc, on a commencé à relever toutes les entreprises qui travaillaient sur les premiers projets de rénovation qu'on pouvait voir en copropriété. Après, assez vite, on s'est rendu compte, enfin on le savait, mais qu'il y avait des interpros, qu'il y avait des associations professionnelles, par exemple la compagnie des architectes de copropriété, que personne ne connaissait dans les pouvoirs publics, j'ai l'impression, enfin en tout cas qui était un acteur peu repéré. Donc on allait les voir, et puis tranquillement, on a créé ce réseau. Et ce réseau, aujourd'hui, c'est 350 entreprises affiliées Coach CoPro sur le Grand Paris. Alors, qui sont-elles? Avant tout, des professionnels de maîtrise d'œuvre, archi-BET pour la moitié d'entre eux. Et c'est normal et c'est voulu, puisque ça, c'est une chance de la copropriété, c'est qu'on fait systématiquement appel à un maître d'œuvre quand on est sur des chantiers de rénovation de copropriété. On compte tout de suite en centaines de milliers d'euros, si ce n'est pas en millions d'euros de travaux. Il y a un enjeu de confiance et plus que ça de garantie sur les travaux qui sont réalisés, donc il faut faire appel aux maîtres d'œuvre. Donc d'abord on allait chercher ces maîtres d'œuvre. Là on a constaté toute la défiance qu'il peut y avoir entre nos chers architectes et nos chers bureaux d'études. Donc on s'est dit faut qu'ils bossent ensemble, tout le monde était d'accord pour dire qu'il fallait bosser ensemble, mais qui est le leader, comment on se met d'accord. Donc voilà, on a créé tout ce travail comme ça de dialogue pour se mettre d'accord sur des étapes de projet, des prestations communes, par exemple des cahiers des charges communs, pour le copropriétaire qui, je le rappelle, on n'en parle pas assez du client final et la plupart du temps complètement un béotien sur les sujets techniques. Dans le secteur du bâtiment, je ne viens pas du secteur du bâtiment, mais j'ai vraiment découvert ça, on parle beaucoup entre nous quand même. Hein. Et donc voilà, il faut aller chercher un peu le public général. Et donc, quand on a un cahier des charges type et qu'on peut tout de suite dire qu'il y a 350 entreprises, dont on va dire une cinquantaine pour ce qui le concerne sur cette prestation, qui connaissent ce cahier des charges et qui vont pouvoir y répondre, et ça se passe tout de suite beaucoup mieux et beaucoup plus vite. Donc, sur ce qu'on amène aux pros, donc c'est ça, d'abord là, un peu de pub, leur montrer, mettre en avant ces métiers-là. Ensuite, c'est des prospects qualifiés. Et les entreprises avec qui sont bien installées dans notre réseau nous en remercient. C'est-à-dire qu'en fait, ils gagnent du temps. Ils s'évitent de bosser avec des prospects qui ne savent pas ce qu'ils veulent, qui ne savent pas que c'est un diagnostic technique global qu'il faut faire, et puis que ça va coûter 10 000 € parce que c'est le prix. Donc, quand on constate ces situations-là en tant qu'entreprise, vaut mieux se dire plutôt que de lâcher l'affaire, ou en tout cas ou de s'acharner, envoyer vers France Rénov, quoi. Parce que nous, on va pouvoir faire ce travail préalable de qualification. Normalement, ça se passe bien, donc on a plutôt un prospect qui reviendra normalement plutôt en confiance vers vous, entreprise, si ça s'est bien passé au moment où vous avez passé le témoin. Donc il y a ce travail un peu collectif. Le temps passe. Peut-être juste sur le message à faire passer aux entreprises, de mon point de vue, c'est venez nous voir, tout simplement. Venez nous voir. Alors pour les franciliens, affiliation Coach CoPro si vous vous intéressez à ces sujets-là, ou bien affiliation Pass Réno Habitat si vous êtes plutôt sur le secteur de la maison individuelle. Et puis après ça, concrètement, venez nous voir. Je sais pas, les Parisiens, la semaine prochaine, lundi soir, on est dans le 19e, on va avoir une salle pleine. Mardi soir, ça sera dans le 14e. Enfin, on a des événements tout au long de l'année pour aller au contact du public et puis aussi pour travailler entre professionnels. Donc rejoignez le club et ça se passera bien. C'est une belle invitation, hein. Merci Frédéric. Je vais maintenant passer la parole à Antoine Mellul d'AGEDEN, donc qui œuvre en Isère, où là on a un marché, un territoire beaucoup moins marqué par la copropriété, hein, surtout que sur l'agglomération de Grenoble, c'est l'ALEC qui intervient. Donc lourde tâche que de s'inscrire et de rentrer dans le milieu professionnel local. Mission et projet sur lequel AGEDEN est mobilisé depuis quelques temps. Donc ce serait intéressant d'une part que tu expliques les actions que vous avez fait
vis-à-vis des professionnels, vos envies et vos difficultés aussi, parce que voilà, on en a un petit peu parlé, et voilà, même quand il y a de l'envie, c'est pas forcément simple. Merci Bérénice. Ça fonctionne, oui. Oui, donc de façon très opérationnelle, moi je travaille pour fluidifier le parcours des ménages qui viennent me voir. Et on a identifié via les PTRE notamment qu'il fallait aussi s'occuper des artisans qui sont l'acteur le plus important dans le projet d'innovation. Et donc on saisit un peu toutes les opportunités qui s'offrent à nous pour développer les échanges avec ces artisans. On a saisi le SAR et les actes C3 qui nous permettent de proposer des actions. Ça fait maintenant plus de 2 ans qu'on le fait. On a mis en place une ligne téléphonique qui permet de répondre en direct aux questions des artisans, principalement sur les aides financières, mais pas seulement, sur les qualifications aussi. On crée aussi des réunions d'information pour que les conseillers qui accompagnent les ménages puissent rencontrer les artisans sur leur territoire. Et puis aujourd'hui, cette semaine, on présente un outil. Donc on organise un webinaire jeudi à 16h pour présenter un outil qui permet de s'assurer que les devis sont bien conformes aux demandes d'aide financière, C2E et MaPrimeRénov'. Donc tout un tas d'actions qu'on développe au fil de l'eau. Et puis on participe au programme Oscar aussi, ce qui nous permet d'aller aussi découvrir des nouveaux partenaires, les distributeurs notamment. Donc on va former des référents qui vont accompagner les artisans sur les aides financières. Voilà, tout un tas d'initiatives qu'on voit d'un bon œil. On saisit toutes ces opportunités-là au vol. On aimerait bien que ce soit bien articulé. Au niveau national, on voit tout un tas de démarches qui nous semblent aller dans le bon sens. Et puis localement, après, quand on cherche des distributeurs à former pour le programme Oscar, on a du mal à les trouver. On a du mal à trouver le bon interlocuteur en fonction du programme qu'on essaye de mettre en œuvre. Donc on a besoin d'accompagnement, d'une articulation entre le niveau national et le niveau local. Je crois que c'est ça un peu les principales difficultés qu'on a aujourd'hui. Et si on veut massifier, il faut qu'on trouve les raisons d'échanger ensemble le constat, les objectifs, oui, et puis après la méthode. Voilà, faire de massifier la rénovation performante. Et puis aussi, juste un petit complément, ce qu'on a trouvé très intéressant dans votre démarche, notamment sur cette checklist pour la qualité des devis, c'est que c'est un outil qui avait été fait d'abord en interne pour les conseillers, donc ils sont quand même, connaissent pas un peu par cœur et une fois que l'outil a été éprouvé, de le mettre à disposition des professionnels. Donc voilà, on est sur un outil sur un outil qui est solide et éprouvé, quoi. Disponible en ligne et qu'on veut partager. On l'a mis sur l'Intrain Rénov' et toutes les structures qui veulent se l'approprier pourront le faire très bientôt. Avec un service dédié aux professionnels qui est clairement identifié et visible, quoi. Il y a je ne sais plus comment vous l'appelez. Le service d'info pour les pros de la rénovation. Pros de la réno, voilà. Donc ça, c'est clair et lisible, ce qui n'est pas forcément le cas dans les espaces France Rénov' qu'on a regardé. Eh bien, écoutez, merci à tous pour vos interventions. Merci Bérénice, merci à tous. Alors, on a un peu débordé parce qu'on est toujours très passionné par ce que nous disons et ce que nous faisons. Je vais vous remercier tous. Je vais juste demander à José et à Pascal de rester quelques instants pour une annonce qui sera brève. Et j'ai demandé au président Philippe Pelletier de nous rejoindre pour cette annonce et également et surtout pour la conclusion générale de notre colloque. Merci à tous. Encore une fois, je vous applaudis. José, quelques instants. Pascal, gardez votre micro. Le président Pelletier nous rejoint. Pourquoi cette annonce, un peu de teasing, on profite un peu de l'événement parce que ces 3 personnes sont signataires d'un projet, d'une charte qui va se signer, mais qui va d'abord se discuter, se concerter sur un sujet important qui est celui de la ventilation et de la qualité de l'air intérieur. Pascal Housset, qui est président de l'Association française pour la ventilation, quelques mots sur lesquels José pourra rebondir, ainsi que Philippe. Quelques mots et après je vous remercie et Philippe nous fera une conclusion, j'imagine bien talentueuse comme à chaque fois. Je vous en prie. Pascal, à toi. Oui, bonsoir Philippe Pelletier.
Est-ce qu'il fonctionne? Oui. Bonsoir Philippe Pelletier, bonjour José. Donc effectivement, ça nous tient à cœur. Donc comme je vous avais indiqué, donc j'ai la mission aussi, le mandat d'être président de l'Association française de ventilation, qui est une jeune association qui a été créée il y a 2 ans, où on y retrouve un certain nombre d'acteurs, dont la CAPEB qui était avec moi tout à l'heure, le SINASAF qui est dans la salle actuellement. On a les représentants des industriels, Uniclimat, rapidement Coedis pour les distributeurs. Nous avons la FEDEN, le SNEFCA et j'espère que je n'oublie personne. Voilà, donc c'est une association qui a pour but, effectivement, qui a pour mission déjà d'améliorer la qualité des installations de ventilation dans les bâtiments, aussi bien dans la rénovation que dans le neuf. On sait qu'il y a effectivement un constat qui a été fait ces dernières années où ça n'était pas du tout satisfaisant. Il fallait que la filière s'organise comme elle l'a fait pour d'autres sujets tels que les installations gaz, souvent qu'on cite comme exemple en termes de, je dirais, de résultats. Rappelons, moins de 5% de taux d'anomalie dans le gaz. Donc on en est loin pour la ventilation. Donc il fallait une vraie dynamique de filière qui soit mise en place. Donc c'est ce que nous avons fait avec l'ensemble des partenaires. Et aujourd'hui, on veut aller plus loin puisque nous avons eu à l'initiative, à l'origine du SINASAF, il y a eu un Green Deal qui avait été signé pour la partie maintenance des installations de ventilation, parce que bien souvent, on a vu qu'il manquait vraiment de la maintenance sur les installations, beaucoup d'installations qui ne donnaient pas satisfaction, non pas parce qu'elles avaient été mal réalisées, mais parce qu'elles n'étaient pas maintenues ou mal maintenues dans la durée, donc ce n'était pas pérenne. Donc il y a eu ce premier pas qui avait été fait, et lorsqu'on a créé cette association, donc on a pris le relais au niveau de l'Association française de ventilation pour travailler sur l'élaboration d'un Green Deal qui porte aussi sur la qualité des réalisations, la conception, la réalisation, toujours la maintenance, bien évidemment, au cœur des sujets. Et puis aussi, pour mettre en avant l'aspect santé des installations pour l'usager, pour le maître d'ouvrage, que ce soit... on en a beaucoup parlé aujourd'hui dans la rénovation globale. Ça a été dit, on aimerait que la ventilation réapparaisse dans le beau tableau que monsieur a présenté tout à l'heure. Donc on espère que l'année prochaine, la ventilation aura sa place, qu'on va avancer sur ces sujets-là. Voilà, donc c'est très important pour nous ce soir. Et un grand merci effectivement à Jean-Pascal Chirat d'avoir nous avoir laissé aussi cette possibilité d'être là ce soir pour présenter ces éléments. Un mot de José et après notre ami Philippe pourra conclure. Oui, donc dire que l'ADEME est aux côtés de cette nouvelle association sur les sujets de la qualité de l'air, dont je rappelle c'est une compétence de l'ADEME. Une des missions de l'ADEME, donc qualité de l'air extérieur et intérieur, que sur la ventilation, donc on connaît tous l'importance de ce domaine-là et le côté incontournable dans la rénovation, donc c'est des sujets qu'on porte depuis toujours. On a des actions concrètes. J'ai en tête par exemple le protocole Promévent sur lesquels on avait beaucoup travaillé, beaucoup porté. On pourra amener dans ce travail collectif donc quelques moyens d'expertise, quelques moyens financiers, soutien à la recherche, soutien à l'expérimentation. Et donc évidemment, on est très preneur d'organisations collectives qui nous permettent de travailler de manière beaucoup plus efficace avec des acteurs rassemblés et donc pour partager les problématiques et avancer ensemble. Donc évidemment, on signera ce Green Deal avec beaucoup d'intérêt et de volonté, je dirais. Merci José. Le micro fonctionne bien? Celui-là va fonctionner. Alors, juste pour... Non, je vais conclure dans un instant. Oui, pour le moment, je ne conclue vas-y. pas. Pour le moment, je réponds à ce qui vient d'être dit là. Je voulais que vous reteniez que cette façon de progresser, qui est une façon que les juristes appellent de droit souple, entre le « je fais ce que je veux » et le « je fais ce qu'on m'impose ». Il y a une voie médiane. Cette voie médiane, c'est « je fais ce que je pense bon ou possible pour mon entreprise, pour mon groupe, pour ma fédération », et en face de moi, j'ai un acteur public qui vient dealer avec moi en disant « Banco, je prends votre parole pour argent comptant, elle vaut engagement de votre part et je vais l'accompagner. » C'est ça les Green Deal. Et je continue à penser que ce n'est pas parce que c'est les anglo-saxons qui ont inventé ça qu'on est infichu de généraliser cette pratique chez nous. Aux Pays-Bas, le droit de l'environnement, il s'est fait par des Green Deal.
en France, c'est encore un élément indéterminé et bizarre. Non, il faut qu'on y aille. Il faut mobiliser des filières ou mobiliser des groupements qui prennent des engagements et trouver en face d'eux un acteur public qui reconnaît ces engagements et leur donne toute la visibilité. Et donc, bravo d'aller dans cette voie, bravo à la jeune association de la ventilation de faire cela. Il restait encore à écrire 2 ou 3 paragraphes pour que ce soit un peu plus musclé, et on est en train de le faire. Donc, ça va venir. Merci beaucoup pour ça. Merci beaucoup. Et Philippe Pelletier, donc, je vous laisse conclure ce grand colloque. Alors, il m'a dit à 5 minutes. Alors, je vais essayer de faire ça en 6 minutes. Je veux d'abord partager avec vous 2 photographies, puis lancer une interpellation et ensuite imaginer par des simples signaux quelques voies de progrès. Les photographies, puisqu'on s'intéresse ici aujourd'hui à l'offre, à l'état de marche de nos offres, je vous embarque à l'Hôtel de Ville de Paris le jour où les jurys coach copro viennent saluer des copropriétés performantes. Et ils me font l'honneur de me demander de présider le jury depuis quelque temps. Et donc, on appelle l'équipe. Plus exactement, on avait au départ l'idée de dire on va peut-être appeler le président du conseil syndical. Et puis montent toujours sur la tribune 5, 6, 7, 8 personnes. Et ils ont raison. Parce que la copropriété qui a réussi avec des gens pas friqués, avec un bâti pas toujours très chouette, avec des complications de la ville dense, ils ont réussi moins 50, moins 60% de consommation d'énergie. Et il y a en face d'eux une équipe pluridisciplinaire qui a accompagné le projet. Ceux qui ont le syndic, mais bien évidemment le président du conseil syndical sans lequel ça ne serait pas fait, et puis autour du syndic qui a compris que tout seul il n'y arriverait pas, une équipe technique, l'architecte, le bureau d'études, celui qui va aider au financement, et puis l'Agence parisienne du climat qui apporte son expérience, etc. En somme, première idée que vous partagez tous, mais qu'il faut mettre en œuvre, c'est celle-ci, ensemble et ensemble seulement pour y parvenir. La deuxième photographie, c'est plus un film, c'est le Tour de France que je viens de faire pour soumettre dans plusieurs villes de France le projet d'écriture de la feuille de route de la décarbonation du bâtiment sur laquelle David Morales a travaillé, comme il le disait tout à l'heure. Et je suis allé donc, pas un Tour de France complet, mais je suis tout de même allé à Lille, à Lyon, à Reims, à Vitré, à Toulouse. Bon, voilà, premier signal. Et là, j'ai trouvé alors quelque chose dont il faut être convaincu et qui rend optimiste. C'est des gens à qui je disais timidement il va falloir passer de l'énergie au carbone, mais ils rigolaient en me disant mais on ne vous a pas attendu. Les matériaux biosourcés, on sait. Le bois, on pratique. La préfabrication hors site, mais on a là notre usine qu'on vient de fabriquer. Elle ne fait pas énormément de choses, mais elle fait. L'idée qu'il faut venir chercher ces matériaux le plus près possible du chantier, mais on fait, etc. etc. Donc j'ai compris que le carbone, ce passage à la décarbonation, qui était un des éléments du titre de cet après-midi,
le carbone, ça recommence, j'ai déjà eu ça une fois, c'est terrible. Je n'ose plus toucher. Le carbone, ça ne va pas être simple, mais c'est déjà embarqué dans les esprits. Et le deuxième constat, c'est un changement alors radical de mentalité des gens que j'ai vus là, qui sont probablement les mêmes ou sinon les successeurs de ceux que j'avais vus il y a 10 ans. Il y a 10 ans, je faisais ce Tour de France en essayant de vendre la RT 2012. Et j'avais que des gens grognons qui me disaient « on ne saura pas faire, ça va coûter les yeux de la tête et vous êtes en train de nous faire construire en guise de logement des thermos ». C'était le verre complètement à moitié vide et c'était des esprits chagrins. Et là, la réglementation environnementale, avec des sujets sérieux, hein, mesurer le poids carbone d'un bâtiment au cours de son cycle de vie, il va falloir collectivement apprendre, mais des gens disant « mais on est dans l'évidence, c'est ça qu'il faut faire ». Pas un sur ces territoires n'a parlé du surcoût de la réglementation environnementale par rapport à la réglementation thermique. Pas un, pas une fois. Et à chaque fois, il y avait une salle comme vous. Hein. Pas une fois, j'ai entendu ça. Et ils ont tous dit, verre à moitié plein, mais on va apprendre et on saura faire ensemble. Donc, retenez ces photographies du collectif, une société des acteurs territoriaux, mais vous l'avez dit, quelques-uns d'entre vous l'ont dit, qui va plus vite que les élites parisiennes. C'est assez banal hein, de penser ça, mais c'est comme ça. Il faut donc que ceux qui sont dans les fédérations au plan national, ils intègrent que localement, leurs troupes, elles marchent un peu plus vite. Et puis, cette dernière idée qui m'échappe, mais que je vous ai déjà énoncée. Alors, après ces photographies, je fais une interpellation et je suggère quelques pistes. L'interpellation, c'est il y a eu une formidable série d'interventions des 9 gars qui étaient là. Bon, la parité n'était pas là, mais tu peux mieux faire et tu le feras une autre fois. Voilà. Donc, 9 gars, et ils ont tous dit, que c'est en se mobilisant ensemble qu'on allait y arriver. Et l'interpellation, c'est, mais qu'est-ce que vous attendez? Qu'est-ce qui empêche? Qu'est-ce qui empêche? Qu'est-ce qui empêche? Vous attendez qu'il y ait un ministre qui vous dise de vous unir ensemble? Non, il n'y a pas besoin. Faites, allez-y. Montez des groupements, inventez des synergies. Bref, allez-y, allez-y. Vous avez les outils, allez-y. Donc, mon interpellation, elle est celle-ci, et plus je vous entendais parler, plus j'étais convaincu que tous les ingrédients sont sur la table. N'attendez pas, allez-y. Alors maintenant, des signaux pour terminer. Premier signal sur la rénovation globale, dont on a beaucoup parlé. Moi, je pense que dans l'articulation d'une offre, il faut que vous pensiez tous ensemble dans vos actions à modifier le périmètre d'intervention. Arrêtez de réfléchir au logement ou au bâtiment collectif. Allez voir le maire et dites-lui, on est prêt à réfléchir à l'îlot, au pâté de maison, au lotissement, au quartier, à la centralité. Et vous verrez qu'il y aura là, parce que par cette action groupée, il y aura là les moyens qui seront déployés, il y aura l'articulation plus facile dans une contractualisation entre l'État et la collectivité locale, et il y aura des acteurs qu'on ne voit pas dans le paysage de la rénovation petit bras, qui seront là. Les promoteurs pour le moment, ils ne regardent pas notre sujet. Si on leur dit il y a un périmètre et dans lequel il y a aussi des droits à construire qu'on va pouvoir valoriser, vous verrez que le couple rénovation, construction, ils sauront l'articuler. Les entreprises du bâtiment plus grandes,
qui ne s'intéressent pas à des dossiers à l'unité pourront embarquer dans ce jeu. Donc je dis changer le périmètre d'intervention et s'il faut, puisque au club, vous avez une assez grande familiarité avec l'Agence nationale de l'habitat, s'il faut l'illustrer d'un exemple, c'est les opérations programmées d'amélioration de l'habitat qui ont changé la face de ville entière. J'étais tout à l'heure avec Jean-Louis Borloo, il a refait Valenciennes à coups d'OPA successifs. Bon. Et Valenciennes est devenue une ville avenante, ce qui n'était pas avant ces OPA. Donc il y a là un levier puissant que je recommande. Le deuxième signal, c'est de dire je ne suis pas sûr que si on veut aller dans la massification, la rénovation énergétique, c'est-à-dire la clé énergétique, soit l'entrée signifiante. Il n'y a pas beaucoup de gens qui se réveillent le matin en disant « Ah, je vais faire la rénovation énergétique de mon pavillon ». Non, ce n'est pas comme ça. Et il faut donc trouver les leviers de vos clients. Qu'est-ce qui les bouge? Qu'est-ce qui est capable de les faire passer à la décision? Et il y a un sujet puissant sur lequel vous allez voir que, vous le savez déjà, qu'en 2024, il y aura une aide particulière en place. Le sujet, c'est l'adaptation du logement au vieillissement. Et moi, je pense qu'il est beaucoup plus facile d'aller dire à un ménage âgé qui habite un pavillon qu'on n'arrivera pas à convaincre de faire la rénovation énergétique de son bien. Mais si on lui explique qu'on est prêt à faire une adaptation de son bien au vieillissement et qu'on propose d'embarquer dans le même temps la rénovation énergétique, là on les bougera. Là ils arriveront à se mobiliser. Là ils accepteront les aides puissantes qui sont mises à disposition et ils sauront pour les 10% restants mobiliser le prêt transition, je ne sais plus quoi, rénovation. Un prêt qui prend le delta et qui dit on remboursera in fine, soit au décès, ce sont les enfants qui rembourseront, soit à la mutation du bien, ce sera la personne qui remboursera. Bon. Ce prêt récent, inventé à l'instigation d'Olivier Sichel, numéro 2 de la Caisse des dépôts, est distribué aujourd'hui par la Banque postale et par le Crédit mutuel. Voilà. Ça débute, mais le financement est là. Mais pour la prise de décision, voyez la rénovation dans son ampleur. En somme, je vous dis, 1, unissez-vous, 2, changez de terrain de jeu, étendez-le, 3, voyez large en fonction des besoins des clients et jouez l'adaptation en même temps que la rénovation. Et je vous assure que vous serez heureux dans votre vie professionnelle. Merci.